Alors, vous avez été nombreux à participer cette semaine. Je sais que ce sujet vous intéresse. Le JE formateur, qui est l'invité mystère de cette semaine. Alors là, j'ai eu toutes les réponses. J'ai eu l'invité de la semaine, j'ai eu c'est peut-être Johan, le JE coordinateur petite enfance, c'est peut-être Rita, avec qui tu as fait un live, c'est peut-être Alix, avec qui tu as déjà fait un live, c'est peut-être Alice, avec qui tu as déjà fait un live, c'est peut-être toi-même, j'ai eu du de moi-même, tu avais parlé de faire un live sur toi, c'est peut-être Monsieur J, ou si on m'a dit Monsieur J, mais Monsieur J est ES, donc ça peut pas être lui. Donc voilà, les pronostics sont engagés. Bonjour tout le monde, bonjour Lucie, bonjour Adeline, bonjour Alix, bonjour une chouette à la crèche. Il y a déjà du monde aujourd'hui. Bon alors, je vais attendre un petit peu quand même que vous arriviez tranquillement pour faire durer le suspense. Je sais que vous vous questionnez pour savoir qui est l'invité mystère, qui est l'éducateur de jeunes enfants formateur. Alors allez-y, dites-moi, selon vous, qui c'est? On va voir les pronostics dans le chat. Allez-y, dites-moi là, dans les secondes qui arrivent, vous pensez que c'est qui, vraiment? Bonjour Noah. Coucou Pauline. On a un petit décalage comme d'habitude dans les lives. J'en profite pour poser mon téléphone maintenant que j'ai dit bonjour à tout le monde. Qui c'est qui a osé m'envoyer un coup de fil pendant un live? Je savais même pas qu'on pouvait passer des appels téléphoniques sur Instagram. Je reste sur ma dernière hypothèse, Alice. Une chouette à la crèche dit Alice. Allez, allez. Bonjour Sylvina. Bonjour Samouraï. Alors, les pronostics. J'ai eu vraiment de tout. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti. On y va. Alors, qui est le formateur de la semaine? Matina dit Alice. Il y a d'idées. Alice ou toi? J'ai dit que c'était pas moi. Je sais que c'était pas moi. Eh hey, tada! Mais qui c'est donc? Ah, il y en a qui avaient raison, hein. Il y en a qui avaient raison. Bonjour Aurore. Alors Alice, Nathalie disait que c'était Alice. Alors j'ai un petit problème de support téléphone. Voilà. Yeah, Alix avait trouvé. Il y avait beaucoup de monde qui avait trouvé. Il y avait aussi des gens qui sont pas très bons enquêteurs quand même, je trouve. Alors, est-ce que tu m'entends bien, Alice? Oui, je t'entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ouais, alors je vous rappelle le principe, comme d'habitude, Instagram prend pas en charge les deux micros en même temps, donc on doit parler chacune à tour de rôle. Si on parle en même temps, on a l'impression que ça coupe, mais en fait, c'est pas un problème technique, c'est un problème Instagram, parce que Instagram, voilà, c'est tout. Euh, Là, au passage, si les gestionnaires d'Instagram nous regardent, c'est le moment d'agir. c'est le moment, effectivement, d'agir. Aidez-nous. Ou alors, on va créer notre propre chaîne. Alice. Christelle. Alice, avec toi, j'étais la pionnière des lives. J'ai fait mes deux premiers lives avec toi. Et c'est réciproque. Ouais, donc c'est sans une certaine émotion que je reprends du service ce soir avec toi. On était obligés de le faire. Donc Alice a beaucoup de casquettes. J'ai rencontré Alice quand j'étais directrice de crèche. Alice, beaucoup dire Alice ce soir. Ça y est, c'est Alice, regardez, tada! Alice était ma collègue, directrice de crèche, dans la société de crèche privée où on travaillait. Nous avons fait deux lives sur le métier de l'EGE que vous pourrez aller voir, qui est dans la liste, dans l'onglet central de ma page. Donc, c'est l'EGE en question. On avait fait l'EGE dans tous ses états. Donc, parler d'émotions, de conflits, de la définition de l'EGE, etc. Des lives très intéressants. On a passé les 1000 vues sur le premier live qu'on a fait. Oh là là. Oui. Donc, voilà. Souhaite que ça aide beaucoup d'étudiants en tout cas et de candidats à la VAE et voilà tous ceux qui se renseignent sur le métier. J'étais là au premier live, nous dit Pauline, fin d'année dernière, il me semble. Ouais, c'était en novembre, je crois. Donc voilà. Ça passe.
Et ça, c'était le début d'une série magnifique. Et voilà, et donc je me suis dit que cette fois-ci, j'allais faire de nouveau un live, mais cette fois pas un live, on va parler de théorie, mais un live où cette fois je reçois Alice comme invitée. Donc je lui déroule le tapis rouge et nous allons apprendre à la connaître parce qu'Alice a plusieurs casquettes. Elle est parfois directrice de crèche, parfois tu es accompagnatrice, et tu l'es d'ailleurs, hein, accompagnatrice soutien à la parentalité, accompagnement à la parentalité en libéral, et tu es également formatrice aussi en libéral et en plein, voilà, donc plein de lieux, touche un petit peu à tout. Donc, voilà, donc aujourd'hui nous allons centrer ce live sur le jeu formateur, comment on devient formateur ou formatrice. Donc voilà, c'était donc une formatrice. Comment on peut faire ça, comment on se lance là-dedans. C'est quelque chose qui vous questionne aussi parfois quand vous en avez peut-être assez du terrain, vous en avez fait le tour et que vous voulez vraiment passer à autre chose et que vous vous demandez voilà, si former, enseigner, c'est possible ou pas, comment on fait, quelles sont les possibilités. Donc, on va en parler ensemble aujourd'hui. Alice, are you ready? À fond. Surprise! Elle est à fond. Alima, bonjour Alima. La surprise, bah voilà, tu la vois, la surprise, elle est là. Elle est belle, elle est magnifique. Il fait un beau soleil apparemment. Oui, mais du coup, c'est ça que je me demandais si c'était pas trop éblouissant pour vous. Parce que moi, bon, mais ça va passer. Ça ne te fait pas mal aux yeux, ça nous va. En tout cas, tu nous éblouis déjà, on n'a pas besoin du soleil. Voilà, ça c'est placé. Donc Alice, on avait déjà répondu à cette question-là sur notre premier live, mais là on va aller plus en profondeur, on va creuser les raisons du pourquoi tu as voulu devenir éducateur de jeunes enfants, d'où ça te vient, à quel moment tu t'es lancé là-dedans et est-ce que tu as toujours voulu faire ça ou pas. Je cherche ma souris pendant que tu... Petit mulot! Voilà. Alors, dis-moi tout. Alors, c'est une longue et ancienne histoire, effectivement. Alors, si j'ai toujours su que je voulais faire éducatrice, je ne sais pas éducatrice, mais travailler avec les enfants, oui, ça m'est venu assez tôt. Et j'avais fait mon stage de troisième à l'époque en crèche, parce que ma maman, il avait une amie qui était éducatrice et qui m'avait pris dans sa crèche. Donc, Euh, t'avais pas dit la même façon la dernière fois, ma maman. Je pense que si on revoit le live, ça me parle. Je crois que t'as dit maman. c'est Ah, possible. On va regarder, on va comparer. ouais. Et donc voilà, donc j'avais fait un stage dans la crèche et donc cette personne m'avait présenté un petit peu tous les métiers qu'il y avait autour de la petite enfance. Et c'est celui-là qui m'a plu le plus parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un panel large sur l'accompagnement des enfants, sur des connaissances globales au niveau moteur, psychologique, cognitive, social, enfin, beaucoup de choses. Et qu'il y avait effectivement cette dimension sociale. Et donc, ça m'a plu. Ça m'a plu tout de suite. Donc, je me suis dit, bon, comme je sais que je veux m'orienter de toute façon vers des métiers auprès de l'enfance, je suis rentrée en bac SMS à l'époque. Hein, on se moquait bien de nous. On me disait qu'on était en bac SMS. Non, pas de raison. Franchement, j'aurais vraiment aimé faire ce bac-là, SMS. Moi, à Toulouse, il n'y avait pas dans mon lycée. Moi, je viens de Toulouse. J'étais du sud, Montpellier, Toulouse, tout ça. Et j'aurais aimé faire ça. Finalement, j'ai fait un bac S. Enfin, non, j'ai fait enfin, bref, je suis partie sur S et après, finalement, un bac L. Et j'aurais vraiment aimé faire ça, finalement. Petit aparté. Vraiment très concentré sur le social. On avait une matière avec un gros coef d'ailleurs sur, je sais pas comment ça s'appelait. Écoute, non, c'était pas économie sociale économie. Enfin bon, une matière un peu comme ça qui était très coefficientée, hein, ça se dit comme ça. Est-ce que vous dites qu'elle allait baisser mon petit donc je suis partie là-dedans et puis en terminale, j'ai tenté le concours. Voilà. Voilà, on est mieux comme ça. J'irai réouvrir quand le soleil tapera plus parce que sinon après vous allez plus me voir du Tiens, Sexo-Psycho. Salut Sexo-Psycho. Ça va, Pierre? Vas-y, excuse-moi, continue. et donc
Et donc, bah voilà, en terminale, j'ai passé des concours pour des écoles d'éduc. Ça a fonctionné. Je suis rentrée en école et ça m'a plu. Et donc, j'ai continué. Mais ça a été un peu une suite logique de le stage en crèche, la rencontre avec l'éduc, le bac SMS, puis du coup, l'école d'éduc tout de suite. J'ai eu la chance de rentrer en formation tout de suite. Direct. Voilà. Et du coup, mais je faisais partie, on n'était pas beaucoup à cette époque-là. Maintenant, il y a plus de jeunes dans les écoles d'éduc. Et avant, c'était plus des personnes un peu plus âgées qui étaient déjà passées par des licences ou par d'autres choses. Et on n'était que 2 ou 3 à sortir du bac. Un peu le bébé de la promo. Et, euh, et donc voilà, et du coup, j'y suis restée. Mais comme tu disais parfaitement tout à l'heure, je suis une touche à tout. Et donc, j'ai eu besoin très rapidement de faire d'autres choses que juste être éduque en section. Puis, pour m'épanouir d'une manière générale, j'ai besoin de faire plein de choses, quoi. Sinon, je m'en. Du Oui, coup, je sais, j'en ai fait l'expérience et on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu te rappelles ta formation, ce que tu en avais pensé, les stages que tu as fait, comment tu as vécu cette formation de JE? alors, donc moi, j'avais une formation en double cursus. Donc, on avait les cours, bien sûr, filière éducateur jeunes enfants. On était en trio avec les ES et les AS, qui nous a permis un peu d'enrichir les cours et d'élargir un peu nos champs de compétences. Et je faisais également en parallèle une licence administration économique et sociale qui permettait d'avoir donc un double cursus, un double diplôme, c'était plutôt pas mal. Mais j'avoue que c'était quand même très prenant. On n'avait plus de vie perso à côté quasiment, quoi. C'était cours, 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 cours. Donc ça a été 3 ans assez difficiles. Ouais. Et comment j'ai vécu au niveau des cours de filière en fait, au début, je l'ai vécu. Enfin, oui, non. Pendant la formation, je l'ai vécu très bien. J'étais contente, ça me paraissait logique, ça me paraissait cohérent, c'était cool. Mais en fait, arrivé sur le terrain, je me suis dit, ouh là là, il y a un but à là, beaucoup. Et là, tu te dis, what the fuck? Parce qu'entre ce qu'on m'a appris dans les cours et dans les livres, bon, oui, sur le développement de l'enfant, sur pas mal de choses, il y a bien sûr, ça se recoupe. Mais surtout au niveau communication relationnelle, alors là, j'étais perdue. Et Et je me suis dit, les bonnes têtes, quoi. c'est vrai que quand on sort de l'école, on a toujours cette vision utopiste, j'ai envie de dire, du monde de la petite enfance. On ressort avec notre savoir, notre savoir. On n'a pas encore le savoir-faire, ni le savoir-être d'ailleurs. Mais on ressort avec notre savoir et on se dit, oh là là, j'adhère à telle pédagogie ou j'adhère à telle valeur. Et c'est ça que je veux mettre en pratique. Et, euh, et voilà, et on se heurte avec la réalité du terrain qui fait que souvent il y a l'électrochoc. On sort de l'école et bam, il y a tellement aussi d'autres choses à travailler et souvent on peut perdre pied, même durant le stage long aussi, hein, ça peut arriver. C'est tout à fait normal. Et j'ai envie de dire, faut rien lâcher, il faut continuer, ça va maturer dans l'esprit, il faut vraiment perdurer. C'est comme ça qu'on construit son identité professionnelle. Coralie nous dit coucou, justement, j'ai regardé votre vidéo de novembre en replay aujourd'hui. Ah, ça a dépassé les 1000 vues. Merci Coralie. Aujourd'hui. Et tes stages, du coup, tu te rappelles lesquels c'était? Alors, le tout premier, c'était en crèche et ça m'avait dégoûté un peu. J'étais tombée sur une tutrice complètement à mon sens cinglée, même avec le recul, où elle me demandait, en fait, elle me demandait en première année, alors à l'époque, première année, premier stage, c'était sur octobre-novembre, je crois. Hein. Donc ça faisait 1 mois qu'on était en formation. Et elle me demandait, enfin, en fait, tout ce que je faisais était incohérent pour elle. Elle me demandait en gros d'être une troisième année à fond, quoi. Attends, je t'écoute en fait, laisse-moi tranquille, apprends-moi justement. Et du coup, je suis sortie un peu de là avec beaucoup de remises en question, en me disant, mais est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, dans le sens où j'ai l'impression d'être toute nulle, mais en même temps, j'ai compris avec le recul qu'elle me demandait des choses de troisième année et qui n'étaient pas logiques, quoi. Et ça m'a permis aussi de faire attention à comment j'accueille les stagiaires aujourd'hui. Du coup, le stage long, je l'ai refait également en crèche, mais un truc un peu différent. C'est un multi-accueil et pas une crèche collective de mairie. Et là, je me suis éclatée, vraiment. Avec une tutrice au top, avec
enfin, qui me laissait le temps, qui m'expliquait, qui me montrait. Enfin voilà, vraiment, dites-vous que c'est possible de tomber sur des lieux de stage maltraitants, malveillants, et que c'est pas forcément vous qui êtes tout pourri, d'accord? Ça arrive. Ouais, on en avait parlé de ça et j'avais rebondi sur mon expérience de maltraitance. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Tu viens de me donner une super idée de live et je pense qu'un jour on fera un live à 4 avec je ne sais pas encore qui sur les stages pourris en formation de JE. On en parlera tous et je sens qu'on va s'éclater. Donc voilà, on verra ça plus tard. Je crois que des petits stages thématiques comme ça, un petit peu, ça peut être pas mal. Que pensez-vous Super. du formateur Iris à Asnières? C'est quoi Iris à Asnières? Iris, ah, c'est pas une école de formation, Iris. J'en ai entendu parler, mais alors, c'est vraiment celle que je connais le moins. C'est vraiment celle que je connais le moins. Autant, du coup, IRTS Neuilly-Montrouge, ça va, Sainto, ça va, ETUP, ça va, FPP, certes, j'ai des connaissances là-dedans. Mais alors, l'Iris, Moi, je euh, connais ceux que tu as cités. Par contre, non, j'allais dire, il faut aller voir avec Pauline, mais non, Pauline n'avait pas d'IDF. Donc, non, je n'ai pas de recul, mais si quelqu'un dans le chat a connaissance de ce centre de formation Iris à Agnières-sur-Seine, allez-y, balancez. Let Me Be avec Carmen. J'ai plein de lives prévus à Carmen. Ça, c'est un autre projet qu'on a ensemble. Donc, vous inquiétez pas, Carmen et moi, vous allez nous revoir bientôt. Connaissez-vous l'Horizon? Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Horizon. Mais t'étais pas... c'est une des écoles que je voulais et je pense que ça fait partie, enfin, meilleur. Bah, Carmen, On va je crois que Carmen, elle était à l'Horizon, justement. Salade Doudou Tétine. Il me semble. Ça l'autre fois. Bon, on verra. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque école a vraiment des spécificités et des pédagogies plus ou moins différentes dans la manière de transmettre et dans la manière de voir le métier. Et je pense qu'une école peut très bien convenir à quelqu'un, mais pas à quelqu'un d'autre, et inversement. Et c'est là où il faut un peu trouver l'équilibre, prendre ce qu'on a à apprendre d'une école, et puis après, partir à la recherche, vous, de votre propre identité professionnelle et de tout ce qui peut se faire à côté, quoi. C'est sûr que chaque école va vous donner des choses spécifiques. Oui. Clermont, bah non, je viens de Clermont, pour le coup, je connais pas trop les écoles là-bas parce que j'ai été sur Paris. On va pas lister toutes les écoles. Nous, on est d'Île-de-France, donc on connaît pas tout et on n'a pas tous les retours. Mais par contre, sur les pages Facebook, ou si vous voulez voir, parler entre vous dans le chat, allez-y, répondez-vous entre vous, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je connais pas toutes les écoles. Comment choisir? Bah, ça, c'est toi qui vois. Effectivement, comment choisir? Je pense que les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de choisir, justement, d'aller sur les pages Facebook et de poser la question. Et vraiment, c'est vraiment le bon moyen pour échanger, pour communiquer ensemble et vraiment pour se fixer sur l'école qu'on veut suivre. Alors, Ouais, sur les sites internet des écoles, vous devez avoir je dirais, des présentations un peu de l'école. Il y en a forcément en lisant, certaines qui vont plus vous parler que d'autres, qui vont refléter une sensibilité. Après, il y a des portes ouvertes. Vous pouvez aussi rencontrer des étudiants ou des éducateurs qui viennent de ces écoles, leur poser des questions. Mais effectivement, choisir, si vous avez les moyens de choisir, faites-le. ouais, si vous avez le choix, j'avais le choix entre Montrouge et Saint-Honoré. Donc moi, je suis à Team Saint-Honoré Paris. Voilà. N'hésitez pas à venir discuter avec moi. Donc, je crois que Saint-Honoré est ménagé depuis. Salut Barbara, bonjour tout le monde. Du coup, le deuxième stage dont tu parlais, c'était... Donc, le deuxième stage, c'était donc en crèche, en multi-accueil. Et là, je suis tombée sur une nana, une tutrice éduque au top, qui a vraiment pris le temps, qui m'a laissé prendre le temps, qui m'a laissé faire des expériences, qui refaisait des analyses de pratique derrière avec moi. Et ça m'a vraiment permis de comprendre déjà pourquoi je me sentais nulle il n'y a pas dedans et de comprendre ce que ça allait être mon taf sur le terrain. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, j'ai fait. Alors, si pour mon stage long, j'avais envie de faire un stage en hôpital de jour avec des enfants à troubles autistiques, mais à cette époque-là est arrivée la gratification, et donc ça a coupé tous les stages dans les lieux Ouais. où on devait gratifier. J'ai pas eu cette chance.
Ouais. Mais du coup, j'ai fait un stage ensuite de 3 mois, donc le dernier en pédiatrie. Un service pédiatrique qui allait de nourrisson à 18 ans. Et donc là, j'ai vu beaucoup de choses et je me suis aussi éclatée à ça. Et c'est ce qui m'a fait vraiment rentrer dans cette dimension, je dirais, d'accompagner dans la spécificité et vraiment d'aller creuser un petit peu plus, quoi. Ouais. Et de se rendre compte qu'on n'est pas forcément armé en école, sauf si on fait des stages, justement, pour tout ça. Et c'est assez à creuser, quoi. Tout ce qui est la maladie, le handicap, si on ne va pas nous-mêmes creuser, c'est des choses qui sont moins présentes, je trouve, dans les cours. C'est ce on a souvent abordé ce sujet dans d'autres lives, le live sur l'IME ou le live sur le CESAD, avec Fanny ou avec Mélanie. Et bientôt, il y aura un live sur une GE qui travaille donc en hôpital de jour, en pédopsychiatrie et aussi en SSR. SSR, voilà. Parce que voilà, pédiatrique, voilà, merci. J'étais en fond sur le teaser tout à l'heure, donc je me suis perdue. On parlait beaucoup avec Adeline, donc je ne savais plus. Voilà, elle était à 50% sur les deux, alors je savais plus quel titre mettre. Donc vous verrez, c'est bientôt, je crois que c'est dans 2 semaines, enfin c'est début juin, je crois. Voilà, vous aurez bientôt la bande-annonce si ça vous intéresse. C'est bientôt ce live-là. Et si pour rebondir sur ce que tu disais, moi je suis de l'IRTS de Neuilly. Donc pareil, si vous avez des questionnements sur cette école, n'hésitez pas à venir en papoter avec moi. Ouais. On en était où au niveau de tes stages? Lequel t'as préféré finalement? Je ne sais pas si j'ai préféré. Bon, alors déjà pas le premier. Après, je ne sais pas si j'en ai préféré un parce que le stage long en crèche m'a vraiment permis de me redonner confiance et de me rendre compte de ce que c'était au quotidien. Et le stage en pédiatrie, ça m'a apporté énormément en termes d'expérience, de recul, de maturité. C'était vraiment complémentaire, j'ai envie de dire. Si vous avez la possibilité de faire vos stages dans différents lieux, allez-y parce que vous allez pouvoir avoir des visions différentes et complémentaires qui sont super enrichissantes. Du coup, tu sors de l'école, tu pars direct sur quoi? Est-ce que tu fais comme la plupart des EGE, c'est-à-dire on sort de l'école, on n'est pas trop regardante et on va prendre la première annonce qui tombe et on se dit cool, de toute façon c'est qu'un premier job, premier salaire, rien à foutre, au CEF, pardon, on s'en fout. Ou est-ce que tu t'es donné le temps et voilà, comment ça s'est passé? Non, t'as foncé toi aussi. Moi, J'ai foncé pour, bah, pour être très honnête avec vous, aussi par souci financier, dans le sens où à l'époque, j'étais en résidence étudiante, je galérais un peu au niveau de thunes, il fallait que je bosse rapide. Bah, ben, du coup, j'ai balancé plusieurs CV. J'avoue que le premier qui m'a rappelé et qui m'a proposé un poste avec un salaire qui me paraissait correct, je me suis dit, bah, ok. fallait C'était que tu manges. allez, hein, on tente le coup. Mais faut faire aussi en fonction de ce qu'on a besoin. Mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt foncé. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais j'ai foncé. Après, c'est vous. Sur le premier job, j'ai passé 6 mois. Du coup, c'était beaucoup. Et puis, qu'on m'a rappelé pour un truc vachement plus près de chez moi. Sur le deuxième, j'ai passé 1 an parce que on a changé de direction au bout de 8 mois et j'étais pas du tout en accord avec ce qui se passait sur la suivante. Ensuite, j'ai passé 2 ans et demi dans la même crèche et après, je passe en direction. Donc, tu es passé en direction au bout de 4 ans, 3 ans. Oui. Ouais. Ok. Là, tu es directrice. Tu étais allée direct sur notre boîte ou tu étais une autre au début? Alors non, la boîte pour laquelle on a travaillé ensemble, c'est mon premier poste de directrice. En fait, pour tout vous dire, à ce moment-là, je cherchais un poste d'adjointe sur une plus grosse crèche. Je m'étais dit, allez, je commence par un poste d'adjointe. Et en fait, on m'a contacté pour ouvrir une petite crèche. On m'a proposé directement la direction sur une ouverture d'une petite crèche de Berceau.
une opportunité comme ça se profite pas trop trop. Dans le 15e. Dans le... Voilà, ça c'est juste à côté de chez moi. Et juste à côté de ma crèche à moi. Donc, Coucou. c'est vrai que j'ai accepté et voilà. Ouais. Et ça a été très rapide En fait, ça m'a donné tellement confiance. Ça s'est tellement bien passé. Ça m'a donné tellement confiance. Et puis, j'ai rencontré des chouettes personnes, genre Christelle, euh, que du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné le pied à l'étrier pour faire d'autres choses, en fait. Oui, puis toi, tu étais toujours, voilà, je sais, il fallait que tu fasses souvent quelque chose. Donc les ouvertures de crèche, c'était ton truc. Moi, c'était pas du tout mon truc. Les choses que je ne maîtrise pas, les retards d'ouverture, c'est quelque chose que je peux pas faire. Les reprises de crèche qui vont mal, ça, c'était mon truc. Mais les ouvertures, ça, je ne pouvais pas. Et voilà, tu as commencé à toucher à tout, à aller former les directrices, à aller nous faire des formations en direct aussi pendant les réunions directrices parce que notre société nous a souvent demandé de faire beaucoup plus que ce qu'on est censé faire. Voilà, mais ce qui finalement est formateur, hein. C'est pour ça qu'on Oui. est d'ailleurs. Mais voilà, et aller à droite à gauche, aller faire de la formation communication gestuelle sur d'autres crèches. Donc, tu étais un peu partout à rendre service. Aussi sur les séminaires, tu étais présente, tu faisais la com sur les séminaires pour les futurs salariés. Voilà la société, voilà la carte, welcome et tout. On t'a vu à la télé, on t'a vu dans des spots, enfin c'était rigolo. Alice était souvent en tête d'affiche. Et à chaque fois, ah, Alice, c'est sur Facebook, on partage, regardez, c'est Alice. Donc, si vous savez de quelle société on parle, vous verrez souvent Alice dans les spots, les anciens spots. On la voit de temps en temps. Euh, donc, du coup, j'en suis où de mes questions? Moi, oui, voilà. Pourquoi tu as ressenti ce besoin de toucher à tout, comme tu disais, la crèche, ça ne te suffisait pas vraiment, la direction? Alors, je pense que déjà, personnellement, c'est un besoin que j'ai toujours eu. Je fais beaucoup de choses, je m'ennuie. Enfin, quand je fais un truc depuis un bon moment, bon, ouais, j'ai envie d'amener un peu de peps, de renouveau. Je suis un peu hyperactive sur certaines choses à certains moments. Et je m'épanouis dans le challenge, je m'épanouis dans les nouvelles choses, je m'épanouis euh, c'est ça, dans la nouveauté. En fait. Et donc, j'ai ouvert la première crèche, ça s'est bien passé. On m'a demandé d'en ouvrir une deuxième de côté, ça s'est bien passé. Une fois que les deux crèches tournaient, bon, Alice se tournait les pouces un peu. Et puis, on était quand même dans un contexte où il y avait beaucoup de turnover de directrices, si tu te souviens bien. Et donc, c'est pour ça qu'on m'a rapidement demandé que Nous, on bougeait pas. Nous, non. Et on n'avait pas beaucoup de turnover de nos équipes aussi, d'ailleurs. Euh, oui, D'ailleurs, j'ai eu la nouvelle aujourd'hui d'une ancienne. Tu te rappelles, une de mes. Ouais, j'ai vu le poste. voilà, bah, c'était ma préférée sur ma crèche, tu sais. J'en parlais souvent en réunion et j'ai eu des nouvelles d'elle ce matin et ça fait trop plaisir. Et du coup, elle a eu un poste avec une ancienne directrice à nous. Je te raconterai les potins en MP, c'est mieux, mais qui est partie sur une autre une boîte. Voilà. Mais du coup, parce qu'elle avait entendu parler de cette pro en réunion, puisque ça faisait des années que je disais, ah, elle est géniale, nanana. Et du coup, elle n'a même pas passé d'entretien. Enfin, c'était drôle. Oui, oui, pensez bien que le monde de la petite enfance est petit. Surtout sur Paris, peut-être sûrement encore plus peut-être ailleurs, mais le monde de la petite enfance est petit. Restez en bon terme avec tout le monde, ça peut vous ouvrir des portes, même 10 ans après. donc, donc voilà. Euh, voilà. Et donc, du coup, on avait beaucoup de turnover de directrices et directeurs. On en avait moins, c'était Yonari. Et, euh, et du coup, comme moi, j'avais du temps, puisque mes crèches tournaient, Ouais, voilà. et ben, on m'a proposé de faire des choses. Et Ouais. en fait, à faire des choses, je me suis dit, hey, c'est cool. Et je voyais plein de temps. Je suis quelqu'un qui aime aussi rencontrer du monde et partager. Et voilà. Et donc, ça me permettait de rencontrer d'autres gens dans d'autres crèches, faire d'autres choses.
et puis mettre à profit les compétences que j'avais acquis. Et et c'est là où je me suis rendu compte que j'adorais transmettre, en fait, C'est et pas, que j'adorais partager. c'est pas toi qui m'as formée sur la micro quand je suis arrivée ou non, tu m'avais montré autre chose à mon retour. Non. Non, t'étais devant moi, toi. Ouais, oui, c'est vrai, je suis arrivée avant toi, j'avais fait une pause. Bon, petite. En fait, on parle ensemble, on c'est comme si on n'était pas en live. Excusez-nous, pardon, si on dérange. Hmm. Si, j'étais venue sur ta crèche pour une formation langue des signes. Non, c'est pas, je sais plus. Enfin bon, j'en ai fait tellement que si vous voulez, je comprends un peu tout. Mais effectivement, j'ai commencé à faire des remplacements aussi pour des crèches qui avaient plus de direction. J'ai eu ça les crèches, j'ai eu n'importe Ah quoi. ouais, un crèche, je me rappelle, c'était n'importe quoi. Mais sur ce que tu disais tout à l'heure, autant les ouvertures, le doigt dans le nez, voilà, autant les reprises de crèche, c'est la merde. Ouais, Ça, j'ai moi j'aimais beaucoup de mal. bien. Moi j'aimais bien. J'ai beaucoup de mal. J'aimais bien parce que ça peut forcément être mieux quand j'arrive. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment. Vas-y. Oui, C'est à arriver à bouger une équipe qui est ancrée dans le truc malsain. il y a du bon en chacun d'entre nous. Donc, Et j'allais. Non, mais moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est voilà, tu as quitté les EAJE, alors pas complètement, parce que du coup, de temps en temps, tu peux y retourner. Tu as décidé de te lancer en libéral. On en a parlé aussi, et tu en parles très bien aussi sur ta page. Tu fais de l'accompagnement à la parentalité en libéral. Aujourd'hui, on va cibler sur ton travail de formatrice. Il y en a qui rigolent dans le chat. Sur ton travail de formatrice. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se lance dans la formation de professionnel? Du coup, tu nous as dit que tu aimais ça, transmettre, enseigner. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi les valeurs qui guident ta pratique à ce niveau-là? Comment, voilà, raconte-nous un petit peu ce passage. en Cette... fait, comme je disais un peu au début, quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis pris des grandes plaques et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un gros décalage entre la théorie et la pratique. Et qu'on est quand même dans un taf qui touche à l'humain et que la première des définitions de l'humain, c'est qu'il n'y a rien de constant et qu'il n'y a pas de recette. Et donc, je me suis retrouvée un peu en mode, OK, ce que je fais avec là, ça marche pas, ce que je fais là, ça marche pas, là, ça marche un peu, là, ça marche pas du tout, là, ça marche beaucoup. Je ne comprenais pas grand-chose. Et je me suis dit, mais il m'a manqué quand même beaucoup de choses en formation. Je suis allée, moi, aller chercher d'un point de vue personnel en me formant sur du développement personnel, en me formant en PNL, en me formant en communication professionnelle, parce que ça me passionnait. Euh, et je me suis servi des outils thérapeutiques que j'avais pu, moi, faire personnellement. Et en fait, tout ça mis bout à bout, je me suis rendu compte que ça faisait des petites décoctions assez sympas. Et que quand je commençais à discuter de ça avec les personnes que j'accompagnais en tant que directrice, ça matchait. Je me dis, c'est drôle, la manière dont je le dis, ça match. Quand je vais faire des petites formations à côté, former les nouvelles directrices qui arrivent, tout ça, ça match. Et en fait, plus je me prenais les retours comme quoi les personnes appréciaient comment je les formais, comment je les accompagnais, parce que c'était pédagogique, parce que c'était clair, parce que c'était simple, et que je me suis rendu compte que moi, j'aimais ça, et ben du coup, j'ai continué de plus en plus. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce soit en formation ou même quand tu montes en compétences dans des crèches, il y a, y a le souci de la qualité, j'ai envie de dire, et le souci de la bienveillance qu'il n'y a pas toujours et qui, moi, me tient énormément à cœur. Et tout ce côté développement personnel qui aide en plus. Et en fait, si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai réellement l'impression d'être utile et d'apporter aux personnes qui ont envie de se former, euh, comment dire, j'ai perdu le fil. Tu as envie de former, de leur De... apporter des connaissances. Oui, oui. Non, j'ai perdu le fil, je vois le truc défiler, ça me perd.
Euh, En fait, c'est d'apporter des connaissances et d'apporter des outils aux pros et aux futurs pros qui vont vraiment leur permettre ensuite de se sentir à l'aise dans leur futur taf ou dans leur taf actuel. Et donc, de ne pas reproduire des schémas bizarres qu'on trouve en crèche beaucoup aujourd'hui ou dans les milieux petite enfance d'une manière générale. Et c'est vraiment leur apporter un moyen de réfléchir par elles-mêmes et d'ensuite apporter de la qualité aux enfants et aux familles. Parce qu'on voit tellement de choses aberrantes, limite malveillantes, que ce soit en crèche ou dans les gardes à domicile, que je forme aussi pour les gardes à domicile, que je me dis que plus on va leur apporter ça, et plus derrière, il va y avoir du bien-être chez les enfants et chez les familles, quoi. Ce que j'aime aussi, c'est l'idée, moi, de former et d'accompagner les professionnels qui en ont envie. C'est vrai que moi, en tant que directrice, parfois, j'avais tendance à, après un bilan, un entretien annuel de développement, un bilan annuel, de me dire, bah voilà, il y a une professionnelle, il y a tel point à améliorer, donc je vais l'envoyer faire une formation. Admettons, il y a une professionnelle qui, dans ses mots, est assez agressive avec les autres. Je vais l'envoyer en communication professionnelle. Le problème, c'est que ça fonctionne pas parce que souvent elles y vont à reculons ou elles y vont comme si c'était une punition. Voilà, et il y a toutes les professionnels, tous les professionnels, il faut que je parle aussi au masculin, n'aiment pas se former et ou n'aiment pas lire ou n'aiment pas voilà, se remettre en question. Malheureusement, ça existe. Vous avez sûrement des collègues comme ça. Et, et partir sur de la formation, c'est aussi se dire, voilà, j'accompagne les personnes qui en ont besoin, qui en ont envie, surtout. Et ça, c'est très intéressant. Toi, tu as les capacités pour le faire, tu es une très bonne oratrice, tu es pédagogue, tu es bienveillante, donc ça m'étonne pas, ça m'étonne pas que tu sois partie là-dedans ou que voilà, les personnes adhèrent à 100%. Mais non, mais je dis ça, il y a des formateurs, ils arrivent, ils font leur cours et ils se barrent, ou alors ils se croient au-dessus des personnes, ils se barrent, où il n'y a pas d'échange, tu vois. Toi, il y avait vraiment des mises en situation, il y avait de l'échange, il y avait des explications vraiment cohérentes, ça donnait du sens à nos actions. Souvent, les formateurs sont là pour former. Et des fois, ils n'ont pas connu la réalité de terrain. Et je pense que c'est quand même une casquette importante quand on veut former. Non seulement aussi, c'est d'être formé à former, mais aussi voilà, d'être formé au sujet qu'on veut présenter. Et je te rejoins sur le fait que, enfin, autant des formateurs que des profs, hein, j'imagine que tout le monde, que ce soit à collège, lycée, université, et on a tous eu des, des profs qui nous barbaient, on a l'impression qu'il n'a même pas envie d'être là, et puis d'autres qui nous ont scotché et qui nous ont donné envie. Et c'est justement quand je me suis, pas confrontée, parce que du coup, confrontée, c'est un peu plus négatif comme mot, mais quand j'ai eu des personnes qui m'ont réveillé une petite flamme et qui m'ont motivée, ça m'a donné envie de faire pareil. En fait, Ouais, en fait la plupart de mes actions, autant en tant que directrice, formatrice que complément parental, sont très souvent motivées par les trucs négatifs que j'ai connus en me disant alors attends, ça, il ne faut plus que ça existe. Du coup, je vais le faire faire pour le l'inverse. faire autrement. C'est ça, je fonctionne un peu pareil. Ouais, c'est un peu ça. Disons, le JE, personne ne sait ce que c'est. Bah, du coup, je vais faire des lives. Tu as le souvenir justement, formateur qui t'a fait vraiment prendre conscience de certaines choses, ou t'a vraiment permis de retenir des choses? C'était un prof de quoi? Je sais pas si ça te rappelle des souvenirs ou pas du tout. Ben, étrangement, les déclics que j'ai eus, c'est plutôt avec des personnes qui, justement, étaient dures, quoi. Ça paraît été compliqué ou pas motivante. Je sais que la responsable, la directrice que j'ai eue les 2 ans avant d'être directrice, était une directrice totalement despotique, mauvaise, malveillante. Enfin, bon, c'est ça qui m'a donné envie d'être responsable et de faire un peu chouette. Mais d'ailleurs, du coup, au début, j'avais plutôt tendance à être un tout petit peu trop gentille avec mes équipes pour aller dans l'extrême inverse. Et c'est là où il faut trouver le juste équilibre pour ne pas non plus être dans quel mot utiliser, puisque c'est même pas une question d'être gentil, mais c'est une question de, oui, faut être agréable et être arrangeant, mais il faut aussi manager son équipe, quoi. C'est là où il faut faire attention à trouver le juste milieu. Tu peux pas satisfaire tout le monde parce qu'au final, tu fonces droit dans le mur, hein, de toute façon. Au bout d'un moment, ça pète.
Mais ici, j'ai eu deux, trois profs de fac et profs de filière qui m'ont donné envie. Je me souviens d'une nana avec qui on faisait tout ce qui était pratique, des cours sur la peinture, le dessin, les machins, des trucs comme ça, où elle donnait vie à ça et ça donnait envie de le faire, quoi. En fac, pareil. Et après, il y a eu alors, il y a une nana que j'ai rencontrée justement dans les 2 dernières années avant d'être directrice, une personne qui s'appelait Stéphanie Boulet, je crois, qui était formatrice pour un truc qui s'appelait Recherche et Évolution, pour du management et du leadership éthique. Et ce qui était très drôle, c'est que la responsable nous avait formés à ça pour mieux nous manipuler derrière. Mais que la formatrice était géniale et avait réussi à contrer le truc et à nous pousser vers l'avant. Et sa formation était juste ouf. Et du coup, je m'étais formée après. Et ça m'avait vraiment poussé vers le haut, quoi. Ça m'avait permis de me rendre compte qu'il y avait des moyens de manager, d'accompagner les gens de manière bienveillante sans être complètement dans l'autoritarisme et le despotisme. Et du coup, là, c'est quoi être formateur pour adultes? C'est-à-dire, quelle formation on peut suivre, quelles compétences il faut avoir pour le devenir? Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire selon toi? Pour être totalement honnête avec vous, mis à part mes formations autodidactes, mon expérience et le fait d'avoir pratiqué, moi, j'ai pas de formation de formateur. D'accord. Et pourtant, à chaque fois que je passe un entretien pour des petites choses, ça match. Pas de formation de formateur, mais toi, tu as suivi plein d'autres formations à côté, par contre, qui sont... C'est ça. En fait, effectivement, aujourd'hui, la base, si on veut devenir formateur, une formation de formateur, euh, que je pense à faire d'ailleurs, ça pourrait être peut-être légitimé. Mais j'ai envie de dire déjà, la première chose, c'est d'avoir envie et d'avoir cette flamme de transmettre, d'avoir cette flamme de... non, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un master. Moi, je suis embauchée comme formatrice dans certains trucs et j'ai pas de master. T'as pas besoin, t'as pas besoin d'être formateur, d'avoir un master pour être formateur. Je pense que pour être formateur, déjà, il faut être pédagogue, il faut avoir une certaine expérience professionnelle, une expérience de terrain concrète. Effectivement, pas besoin d'avoir un master, peut-être avoir quand même un certain niveau d'études, éventuellement avoir déjà rédigé des choses, être, on va dire, pouvoir être à l'aise ou mettre en place une méthode d'accompagnement, puisque chacun met en place sa propre méthode d'accompagnement, ses propres méthodologies à proprement parler. Mais après, tu peux travailler comme formateur dans plusieurs organismes. Hein. Alors, bien sûr, être travailleur social, ça ne suffit pas pour être formateur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment deux professions différentes. On peut être formateur, mais on ne peut pas être travailleur social. Mais on peut être travailleur social, on ne peut pas être formateur. Mais c'est à chacun de se former en ce sens. C'est ce que mes formateurs de formation JE m'avaient dit. C'est pour ça. En fait, il y a différents niveaux de formateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai passé un entretien il n'y a pas longtemps dans une école type Horizon, tout ça, une école. Et en fait, ils partent du principe que pour former, c'est une réforme qui est passée il n'y a pas longtemps. Pour former un certain niveau d'études, on part du principe qu'il faut que tu aies un niveau d'études supérieur. Donc, un master. Mais aujourd'hui, sachant que c'est quelque chose qui vient de passer, quand tu postules pour un poste de formateur, on te propose, enfin, c'est même pas on te propose, on te l'impose d'ailleurs, que si tu es prise, si tu bosses avec eux et que tu es embauché en tant que formateur, tu dois en parallèle faire des cours du soir, t'engager dans un master et avoir ton master pour ensuite être formateur. C'est pour ça que dans certaines écoles, pour certains postes de formateurs, oui, il y a besoin d'un master ou d'une formation de formateur qui fait l'équilibre, enfin, l'équivalent. Pardon. Ou on te demande du coup de t'engager dans un master pour être formateur temps plein dans des écoles, par exemple. Voilà, ça, ou effectivement. Après, pour faire des missions de formation, forcément. C'est-à-dire que moi, demain, je veux aller former, je ne sais pas, moi, justement, une crèche dans une journée pédagogique ou des choses comme ça. Là, c'est juste mon bagou, ma fiche de présentation et la confiance, en fait. Mais pour être formateur à temps plein dans les écoles, oui.
Et justement, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui souhaitent prendre un poste de formateur, les conseils pour réussir un entretien, selon toi? Euh, Pour moi, ce qui match le plus, c'est justement la capacité à déjà à défendre ses arguments, à défendre ses idées et la capacité à être dans l'échange, à être dans l'écoute, à être dans le partage et à se remettre en question parce que quand on forme, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'humain et il n'y a pas de recette, quoi. Donc, ça peut pas être 1 plus 1 égale 2, ça marche pas. Et c'est là où il faut avoir cette capacité de réflexion, de remise en question, d'être toujours aussi dans la réévaluation de ce qu'on forme, enfin de ce qu'on transmet. C'est aussi pour ça que je garde un pied dans les crèches et enfin sur le terrain. C'est que je pars du principe que je ne peux pas former à quelque chose si je le vis pas moi de temps en temps au quotidien. J'ai pas de sens. Et c'est là où je pense qu'on retrouve des grosses différences entre la théorie et la pratique dans ce qu'on nous forme en école d'éduc et ce qui se passe réellement quand on arrive sur le terrain. C'est que pour certains formateurs à temps plein, qui sont des formateurs à temps plein depuis longtemps, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mis un pied en crèche et qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe réellement. Et c'est là où il y a des décalages. Et donc, justement, pour ne pas avoir ce décalage, c'est important de continuer à pratiquer d'autres choses. Donc, pour moi, pour passer un entretien et avoir une chance de réussir, c'est tous ces côtés-là, en fait, amener tous ces côtés-là de oui, j'ai envie, pourquoi j'ai envie, et montrer que vous allez sans cesse remettre en question les choses, que vous allez aussi vous adapter aux autres. Enfin, c'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. Je vais ouvrir, sinon vous n'allez plus me voir. Très beau coussin, très joli. Ah non, en fait. Ah, peut-être. Très beau coussin. Ouais, ouais, C'est magnifique. bon. Vous allez commencer là. Euh, Wendy, je suis d'accord, c'est important de garder une part terrain pour pouvoir allier théorie et pratique. Comment faire des missions de formation? C'est les intervenants des missions de formation. alors, il Quelle? y a plein de façons de faire. Enfin, il y a plein de. Pardon, excusez-moi. C'est ton Mon chat? chat. Il a voulu sauter à un endroit, il s'est raté. Ok. Donc, pour faire. Alors, en fait, il y a plein de choses. Moi, au début, quand j'ai commencé à faire de la formation, c'était simplement dans la boîte dans laquelle je travaillais, où du coup, j'allais former les nouvelles directrices, former les équipes, des choses comme ça. Donc, c'était des missions de formation à l'intérieur d'une même boîte où je faisais un peu formatrice interne. Il y avait des formatrices internes à temps plein d'ailleurs, mais il y avait un nouveau monstre qui avait aussi besoin d'être relié. Et donc, voilà, j'allais former sur des demi-ans de pédagogique ou dans des ateliers, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est déjà une mission de formation, à mon sens. Ce que j'ai fait dans les deux boîtes ensuite. Et puis, après, donc là, ce que je fais actuellement, c'est des formations pour les gardes à domicile. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont donc faire des sorties d'école, des choses comme ça, hein, pour des boîtes qui gèrent ce genre de station. Et donc, je vais les former à la base de leur métier, la base de la communication avec les enfants, la communication avec les familles, la sécurité au quotidien avec les enfants. Ça, c'est pour moi aussi une mission de formation. Et puis après, vous pouvez aussi vous faire embaucher dans des écoles d'éduc pour faire des jurys, pour animer des formations pour les éducs, une fois que vous êtes diplômé, hein, bien sûr, et que vous avez de l'expérience, pour faire jury, pour faire des missions de formation, pour faire des gaps, pour faire... Je dirais même c'est important de commencer par là aussi, de faire une demande pour être jury, que ce soit pour le diplôme ou pour les VAE, etc. Ça donne vraiment un aperçu de ce que c'est, de comment on accompagne, comment on juge aussi pour un diplôme, comment on évalue hein, les jurys pléniers, etc. Comment ça se passe tout ça. Et puis c'est y aller au culot, c'est envoyer des demandes. Souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, le terrain suffit parce qu'ils en recherchent énormément, hein, des EGE ou enfin, des professionnels pour ce genre de poste.
Mon bouquin. Qui envoyaient les CV, mais il suffit de demander, ça fonctionne par bouche à oreille. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait du coup pour faire jury de VAE. Mais ouais, c'est important de démarrer par ça. Oui. Tu parlais Bon, de... vous vous sentez à l'aise aussi, et puis après, on peut aller dans des écoles de CAP petite enfance ou d'auxiliaire, c'est pareil, des Voilà. cours comme ça, quoi. Jury, c'est pas forcément payé non plus, hein, mais voilà, il faut vraiment le faire pour l'expérience, hein. Je veux dire, même si tu es payé dans un an en tant que jury VAE ou n'importe quoi, bah, moi je le fais vraiment pour l'expérience et les rencontres et tout ça. Donc c'est vrai que c'est très formateur. Avant de proposer des choses, au moins on sait quelles sont les attentes. Tu parlais de groupe d'analyse de la pratique. C'est pas mal d'en parler aussi, parce que je pense que ça manque. Et puis officiellement, si la loi ASAP passe, merci Adrien, il y en aura encore moins dans les structures d'accueil. Adrien, si tu nous regardes, eh ben, éteins ton téléphone. D'habitude, c'est aussi un des rôles de l'EJE de mener des groupes d'analyse de la pratique. À quoi ça sert concrètement? C'est quoi les objectifs? Voilà. Alors, l'objectif principal pour moi, c'est d'améliorer, de comprendre et d'améliorer sa pratique pour aller vers toujours une qualité supérieure par rapport à ce qu'on fait actuellement et par rapport aux besoins spécifiques de telle ou telle famille, de tel ou tel enfant. L'analyse de la pratique permet de s'analyser soi-même à un instant T. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui s'est passé, voilà si ça a matché, pas matché, voilà la réaction, la non-réaction, relation de cause à effet, quoi. On a fait ça, il s'est passé ça. Ok, nous, notre objectif, c'est ça. Donc, il faut qu'on revoie nos pratiques parce que là, ça n'a pas matché. Ou, ah, bah, celle-ci, ça a super bien marché, donc on la garde. En fait, l'analyse des pratiques, c'est tout simplement une analyse de notre travail pour savoir s'il est adapté ou pas à la situation qu'on vit et à l'objectif qu'on a sur cette situation. Et j'ai envie de dire que pour tous les métiers qui touchent à l'humain, c'est essentiel. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on fait même naturellement avec nos propres enfants ou même dans nos relations privées. C'est OK, j'ai envie de ça, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Bon, alors je vais faire autrement. On s'est embrouillé, c'était pas le but. Bon, bah, je ferai ma demande autrement demain. Hein, bon. Voilà, c'est simplement analyser ce qu'on vient de faire pour voir si ça a marché ou pas dans notre objectif et du coup, bah, réajuster au fur et à mesure. Et quand on bosse en équipe, le problème, enfin, le problème, c'est un problème, mais en tout cas, la particularité, c'est que bah, on n'a pas tous exactement les mêmes pratiques. Par contre, on peut avoir tous les mêmes objectifs. Et donc, si on n'en discute pas entre nous pour se mettre d'accord, bah, il n'y aura jamais de cohérence et ça ne marchera pas. Mais c'est aussi, je dirais, je dis souvent, je prends souvent cet exemple, mais c'est juste de valoriser les professionnels. Parce que quand on fait des entretiens annuels de développement, enfin des bilans annuels, on se rend compte, hein, encore une fois, comme je dis toujours, que les professionnels ne savent pas ce qu'elles font. Enfin, elles ont la tête dans le guidon, mais elles ne peuvent pas la mettre en mots. Or, se former, et, quand on travaille dans l'humain, c'est aussi une sorte de mots, hein. Les mots, c'est très important. Et te dire que voilà, bah là, quand j'ai accueilli une famille, que je me suis adaptée, elle parlait pas la langue, j'ai créé, je dis n'importe quoi, un livret d'accueil avec des mots traduits dans sa langue, avec des images, des pictogrammes, etc. pour communiquer. Là, j'ai fait quoi? Là, j'ai fait de l'accompagnement parental. Ah bon? Ouais, là, ce que tu as fait, c'est bien. Et voilà ce que tu as fait. Enfin, c'est juste mettre en mots des actions toutes bêtes qu'on fait sans s'en rendre compte et finalement dont on fait plus gaffe quand on est dans le quotidien avec le temps qui manque, le nombre d'enfants trop nombreux, ceci, cela, le manque de pro. Et de se rendre compte que finalement, ouais, ce que je fais, c'est super bien en fait. C'est super bien tout ce que vous faites. Et on va l'analyser et on va voir, voilà, et qu'est-ce que je peux faire d'autre pour améliorer telle situation. Est-ce que on en revient à ça, la reconnaissance, la valorisation de notre métier est méconnu finalement. Oui, notre métier est méconnu de toute façon. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, comment tu veux qu'une professionnelle
accepte de se remettre en question si on valorise jamais ce qu'elle fait, comment une professionnelle peut savoir simplement que ce qu'elle fait c'est chouette si on lui dit jamais et si on l'analyse pas. À un moment donné, on peut pas travailler en équipe sans moment en équipe à faire le point, quoi, tout simplement. Puis aussi travailler les intérêts réels pour l'enfant, pas partir simplement que d'une envie. Voilà, j'ai envie de faire telle chose, j'ai tel projet en tête ou j'adore cet atelier-là, donc je vais le faire. Mais l'analyse de la pratique, c'est aussi de se dire, mais est-ce que à ce moment-là, les enfants ont besoin de ça? Est-ce qu'ils sont prêts pour ça ou pas? Et qu'est-ce que ça va leur apporter? Est-ce que c'est judicieux de le faire ou pas? Comment on peut le partager ensemble? C'est aussi à ça que ça sert les groupes d'analyse de la pratique. Et puis comme tu dis, on travaille dans l'humain, on ne travaille pas tout seul, donc ça permet aussi de mettre en commun et mettre en mots tout ce qu'on fait au quotidien. C'est ça. On a des cœurs. Et c'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on fait en formation d'éduc. Du coup, pendant les stages, on prend des situations concrètes, on analyse ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est comme ça qu'on va vers le haut. C'est comme ça qu'on réajuste. C'est comme ça qu'on améliore la qualité de notre travail tous les jours. Et effectivement, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, quoi. Et peu importe la structure. Après, la fréquence, en idéal, comment ça se met en place, comment ça se prépare et à quelle fréquence les groupes d'analyse de la pratique? Vous, si vous avez des témoignages, allez-y, mettez-nous dans le chat, votre façon de procéder. Nous, on va essayer d'y répondre. J'ai envie de dire, ça dépend de plein de choses. Ça dépend, déjà, on va partir de la réalité de terrain, c'est-à-dire du temps et de l'espace que nous avons, effectivement. Si on part sur de l'idéal, il faut aussi prendre en compte là où on est l'équipe et les choses à travailler. C'est-à-dire qu'à mon sens, ça ne sert pas non plus à grand-chose d'en faire trop. Si l'équipe va bien, si l'équipe d'elle-même arrive à réajuster les pratiques, si ça roule, s'il n'y a pas de grosses problématiques dans la structure, il ne faut pas non plus surfaire des réunions aiguës, quoi. Faire un point, souvent quand tout roule, on se rend plus compte du temps qui passe. Et moi, c'était un peu mon problème aussi. Hein. C'est des fois, oula, ça fait super longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Mince, peut-être falloir s'y mettre avant que. Enfin, on fait quoi. C'est ça. Donc, sur une équipe avec des trucs à travailler, je pense que toutes les semaines, 2 semaines, c'est pas mal. En fonction de ce qu'on peut faire, je pense que c'est au moins rien que 30 minutes. 30 minutes par semaine sur une situation, sur des petites choses, ça peut être déjà un plus. Si c'est toutes les 2 semaines, 1 heure, ça peut être cool. Et puis, j'ai envie de dire que grand minimum, il en faut 1 par mois, quoi. Enfin, je vois pas comment on peut faire sans 1 par mois. Je dirais même que 3 semaines, c'est cool. 2 semaines, c'est bien. 6 semaines, c'est parfait, quoi. Je crois que c'est Arnaud Deroux qui avait fait un point sur l'analyse des pratiques. Si vous allez voir un peu les derniers articles d'Arnaud Deroux, c'est souvent des lettres ouvertes au gouvernement qui fait, où il se plaint justement qu'il n'y a pas assez de choses. Enfin, il se plaint, il défend plutôt le fait qu'il n'y ait pas assez de groupes d'analyse de la pratique ou assez de temps, assez de réunions. Bonjour, nous on a des réunions d'équipe toutes les 3 semaines. Voilà, alors les réunions d'équipe c'est une chose et les groupes d'analyse de la pratique c'est encore autre chose, moi je pense, selon moi. Ça se prépare de façon différente et l'objectif est différent. La réunion d'équipe, c'est vraiment pour mettre en commun des informations, communiquer, faire passer des informations et il y a un objectif de projet différent. Ça permet de faire un état des lieux. Et les groupes d'analyse de la pratique, c'est vraiment pour faire le point sur cette pratique et là pour se former, pour avancer dans notre savoir-faire, dans notre pratique, etc. Même si l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, c'est tout à fait possible de faire les deux. Comment on travaille sa façon d'être un bon orateur selon toi? Comment on peut capter l'attention du public quand on n'est pas doué à l'oral? Moi, par exemple, je suis très nulle en impro. Très, très nulle en impro. Et je sais que si j'ai pas de support, je perds totalement mes mots. Et je m'exerce beaucoup, mais des fois, c'est... Est-ce que vous me croyez si je vous dis que je suis une grande timide? Moi aussi.
Euh, je vais vous dire comment je le fais moi, mais je pense qu'il y a plein d'autres techniques. Déjà, pour moi, la règle numéro un, c'est de s'entraîner. À partir du moment où on s'entraîner, S'entraîner, je n'avais pas entendu. pratiquer, à partir du moment où on ne fait pas, ben, ça ne peut pas rentrer. Ce qui m'a permis de prendre l'assurance, c'était en prenant donc ce poste de responsable, où, bah, il a bien fallu que j'accompagne mes équipes et donc que j'explique des choses et donc que je prenne cette place-là à un moment donné. Donc j'avais plus le choix. Donc quand on n'a pas le choix, on fait quoi? On se lance. Et quand on se lance, bah, on s'entraîne. Donc déjà, possible. Bah, pas tant que ça, non, 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 faire un premier live avec Christelle, ça a été très difficile pour moi de Oui, me dire. aller 50 fois aux toilettes, non, je déconne. Mais ouais, j'étais comme ça. Bonjour, et le live, qu'est-ce que c'est? Maintenant, ça va, je gère ça, plus les émissions sur Twitch et tout, mais avant les émissions, quoi, je suis comme ça. Je dis, oh mon Dieu, je vais mourir, je vais pas y arriver. C'est comme quand je faisais du théâtre, c'est souvent l'attente hein, qui est plus difficile ou quand vous passez un oral. Hein, on dit, ah, mon Dieu, je vais pas y arriver. Et puis dès que c'est lancé, pouf, c'est lancé, on y va et on fait plus attention. Et par contre, quand c'est fini, on se dit, ah, je vais y retourner. C'est un côté masochiste. Moi, j'ai un côté masochiste à ce niveau-là que j'assume. Il n'y a pas de problème. C'est un peu ça. Non, puis après, c'est là. Quand on a des bons retours derrière et que les gens nous disent ah, c'était cool, bah, ça donne aussi envie de refaire. Du coup, Oui, on voilà. se dit bon, bah, c'est pas mal. Ensuite, pour apprendre, il y a plusieurs choses. Je vais être très franche avec vous. Moi, j'ai fait un coaching sur le sujet avec une personne, thérapeute, on peut appeler ça comme ça. J'ai fait un coaching sur le sujet où elle m'a demandé de me faire une liste de tous les, enfin pas tous, enfin, les principaux. Le but c'est pas d'en avoir 150, mais de prendre 2-3 personnes que vous appréciez et ou quand vous les regardez transmettre, ça vous plaît et vous avez envie de vous dire j'aimerais faire comme ça, j'aimerais être comme lui, comme elle quand elle transmet. Vous en choisissez 3 et elle m'a fait faire ce qu'on appelle de la modélisation. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer en train d'être cette personne qui est en train de faire une formation. En gros. Hein. C'est Inception. C'est un peu des techniques. C'est un peu de l'auto-hypnose. C'est une mise en c'est de la. Comment ça s'appelle? De la représentation mentale? Ça. C'est de la visualisation mentale. Ça ressemble un peu à de l'hypnose. C'est tout simplement c'est de l'entraînement. Et en fait, de se dire, OK, bon, pourquoi cette personne, j'apprécie comment elle transmet? Ah, bah parce qu'elle est drôle, parce que machin, parce qu'elle fait beaucoup d'exemples comme ça. Et en fait, ça va être d'aller piocher. Oui, c'est ça, neurone miroir. Ça va être d'aller piocher un petit peu à droite à gauche les choses bah, qu'on aime bien, la manière dont on aime faire. Et puis, il y a une phrase qui est assez sympa, même si ça ne peut pas porter à conclusion, et là, on peut en débattre pendant 150 ans, mais ce n'est pas le sujet. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est à force de faire semblant, ça devient naturel. Et quand on est timide, à force de se forcer et de se lancer, bon, ça devient naturel. Oui. Et à force de regarder ces gens formés, de se dire ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, j'ai pas envie d'être comme ci, j'ai pas envie. Et de reproduire plus ou moins, parce que attention, on n'est pas dans de la reproduction miroir, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas la même personne, mais on a une idée vers là où on veut aller, et du coup ça aide. Ça a été ma technique. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui se lancent à faire de l'impro au théâtre. Moi j'en suis incapable. Déjà rien de faire du théâtre, tu me demandes de rentrer sur scène, je panique. Là, je suis plus ou moins à l'aise parce que je commence à avoir l'habitude, mais je ne vous vois pas, les gens, dites-vous. Si vous étiez tous là devant moi, j'aurais plus de difficultés, en tout cas, à monter sur scène. En visio, des fois, c'est bien finalement le confinement. Allez, bonjour, un petit réunion Zoom. Donc, quel que soit le sujet, j'ai envie de dire, plus vous allez pratiquer, plus vous allez y arriver. Mais ça, c'est valable. C'est valable pour tout dans la vie. C'est ça, c'est beau. Alors, je me rappelle d'une formation qu'on avait faite sur la communication non violente. Ouais. Et il y avait donc cette histoire de, voilà, quand on suit une formation, quand on communique, quand on entend quelque chose, qu'est-ce qu'on retient réellement? Combien, il y avait combien de pourcentage on retient
Tu sais, entre ce que je dis, ce que j'entends, tu te rappelles, la super citation, il me semble qu'on retenait 12 ou 20% de l'information qui est transmise. Il me semble aussi, en fait, on retient on retient ce qui a été le plus important et ce qui nous a le plus intéressé dans le moment. Et c'est là où c'est intéressant sur les choses qui vraiment nous plaisent et nous intéressent, de re-regarder plusieurs fois, de se former plusieurs fois, voilà, parce que on va choper des choses différentes à chaque fois. Oui, c'est ça, oui, ça nous a à peu près 20%. Après, je pense que ça dépend aussi de la capacité de concentration de chacun, hein, et de la capacité et de l'intérêt de chacun pour la formation. Il y en a qui arrivent à se concentrer plus et à retenir plus. Et puis ça dépend aussi de l'intérêt qu'on a pour le formateur. Si pour nous est barbant et on a du mal, on va retenir moins. Si on est sublimé, on va retenir plus. Si c'est après manger, voilà, la digestion, c'est compliqué. Alors, moi, j'avais une super technique en cours en formation UJE. On avait, pourtant, il y a des cours super, psychologie du développement, mais ils avaient toujours lieu après manger et c'était horrible parce que c'était les moments où tu as vraiment envie de dormir. Moi, j'avais la technique des mains. Tu vois, je lis mon texte. Et en fait, j'étais vraiment en train de dormir comme ça. Et ce qui est chiant, c'est que c'était plus fort que moi parce que psychologie du dev, c'était super intéressant. La prof était géniale, mais des fois, c'était physique, on n'y arrivait pas. Et on était toutes comme ça en train de dormir dans la rangée. Et on s'est dit, il y en a moins une qui prend des notes, après elle nous fait ses notes et nous on finit notre sieste. C'est horrible de dire ça, mais des fois, c'est vraiment pas contre vous. C'est pas de notre faute. C'est quoi tes conseils pour les personnes qui ont du mal à retenir les choses ou à être attentives, justement, qui ont des problèmes d'attention, par exemple, comme moi, qui, tout de suite, moi, je suis capable d'écrire un truc, hein, écureuil. C'est vraiment, moi, je pars sur autre chose. Donc, c'est horrible d'ailleurs. Des fois, les gens me parlent et puis d'un coup, ah, mais au fait, vraiment rien à voir. Donc, désolé ceux à qui j'ai fait. Je suis pareil et c'est super chiant. Et moi, je sais que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont formée ou des réunions, des choses qui ont l'impression que j'écoute pas parce que je fais autre chose à côté. Mais alors que justement, c'est ce qui me permet de les écouter. Et du coup, il y a des gens qui m'ont clairement dit qu'elles prenaient ça pour du manque de respect. Et du coup, je leur ai dit, bon, je vais faire attention, mais je ne vous garantis rien parce que c'est vraiment mon moyen de me concentrer. Et dites-vous que si je ne fais rien à côté, c'est que je ne vous écoute pas. Parce que je suis perdue dans mes pensées, que je suis partie. Donc ça, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, faut trouver un peu sa technique. Prendre des notes, effectivement, ça peut fonctionner parce que du coup, on se concentre sur un truc et du coup, on a deux choses. L'écrit, donc le toucher et ce qu'on entend et ce qu'on voit. En fait, plus on va mobiliser les sens et plus on va rester concentré. Pour une moyenne de gens, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Il faut vraiment trouver sa technique. Après, si on sait que c'est au moment de la digestion, on mange léger. Je sais pas. On prend du café, du maté, quelque chose. Maté. Huile essentielle. Restez motivé. Il y a les fidgets. L'autre fois, Stéphanie parlait des fidgets pour se concentrer. Oui, attendez, j'ai un truc. Ah, allez, c'est 5 séquences visuelles. J'aime bien. De plus en plus d'invités qui me montrent des trucs, j'aime beaucoup. Vous avez des trucs comme ça Celui-là, c'est génial. Qui vous permettent de manipuler un truc. Donc, j'en ai toujours pas acheté, mais en fait, c'est vachement pratique. Moi, je le fais. Vous avez dû me voir au début. Je l'ai posé d'ailleurs. Donc, j'ai pris ça, j'ai posé l'autre. Et j'ai trouvé un truc dans la main. Je manipule parce que le côté touché fait que du coup, je me concentre sur j'arrive à me concentrer sur deux choses en même temps. Faut trouver votre technique. Les balles molles là, pour les mains. C'est à vous de vous connaître, mais il y a des techniques. Mais le plus souvent, un truc qui normalement fonctionne bien, c'est d'avoir une stimulation différente à côté. Donc, un truc comme ça, prendre des notes. En tant que formateur, plusieurs sens. il y a aussi en tant que formateur l'attitude à avoir. C'est, je fais une présentation, mettons une présentation PowerPoint. Moi, j'ai appris effectivement que déjà, si on met tout le texte dans la présentation PowerPoint, les gens ils sont comme ça. Ils vont lire, ils vont pas t'écouter. De toute façon, ce que tu es en train de dire, c'est écrit. Alors, c'est mieux de mettre des photos, des trucs ou des graphiques ou n'importe quoi
très peu de choses, des mots-clés, et après de balancer la sauce à l'oral, voilà, pour que les personnes suivent. On peut faire des slides avec des vidéos. On peut ponctuer des formations de jeux, de trucs team building, un peu de jeux, de mise en situation. Oui, tu voulais dire quelque chose? Tu as levé la main, non? J'ai dit surtout après manger. Surtout après Effectivement, manger. un formateur barbant après manger, il a personne. Un formateur qui, justement, dans ces moments-là, après le repas, fait des trucs un peu, justement, des jeux, des choses qui mettent en mouvement, plus ça va être facile. Voilà, faire réfléchir un peu, on se met en groupe, on fait des trucs, des mises en situation, des trucs comme ça. Ça, c'est assez sympa aussi à proposer quand tu es formateur. Parce que nous, on l'avait fait en formation, enfin, en réunion de directrice. Les après-midi, il fallait vraiment que ça bouge, quoi. Parce qu'après, on était là, ouais, ok. Enfin. Et si vous-même, vous avez des techniques aussi bien à vous en tant que formateur ou des choses que vous avez vues en réunion, n'hésitez pas. Les QCM, c'est sympa. Ouais, les QCM, les portraits chinois, les trucs comme ça, c'est pas mal aussi. Les portraits chinois. Je réfléchis à ce que j'avais fait en formation, mais enfin, il y a tellement de choses à faire. Mais oui, si vous êtes un prof, que vous arrivez, vous déversez votre cours et merci, au revoir. Bon, c'est pas un truc qui va nous passionner. Pour un retour de formation sur les neurosciences, en réunion un soir, j'ai proposé un quiz type burger quiz à l'équipe. Très bien, très bonne idée. Et puis, il y a un truc qui me paraît aussi peut-être bête, mais important, c'est que quand vous formez sur un sujet qui vous-même vous passionne, bah, vous êtes plus passionnant. Déjà, on capte beaucoup plus l'attention. Alors que quand vous parlez à un prof qui parle d'une matière qui ne l'intéresse pas ou qui vous saoule, bah forcément, il va être moins passionnant. Quoi. Pourquoi tu penses que nous, dans notre profession, on a à ce point besoin ou envie de se former? On revient souvent sur la question de la légitimité. Moi, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est la question que j'ai posée l'autre fois à Catherine Lapsy. Allez voir son live sur la légitimité qui était très intéressant aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce sentiment-là, c'est que les gens, ben, on se forme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est toujours bien, bien sûr. Mais d'où ça vient, cette envie de se former? Pourquoi on ressent ce besoin-là? Pourquoi on se sent comme ça? Là, c'est un débat, je lance un débat. Si vous voulez réagir aussi dans le chat, hein, c'est intéressant. Réfléchissons ensemble. En fonction de qui on est, il y a peut-être plusieurs raisons. Hmm. Oui, la légitimité en fait partie, en tout cas pour ma part. L'envie de comprendre plus, d'apprendre plus, d'avoir le plus d'outils pour arriver à mieux faire son travail. Parce qu'on part du principe que plus on a d'outils, plus on a de connaissances, et mieux on y arrivera. Ce qui est aussi vrai, ce qui est aussi mon cas. Il y a aussi, je pense, pour certains, quel que soit le corps du métier, c'est de monter en compétences, parce que quand on monte en compétences, on peut aussi prétendre à des postes différents, et donc élargir son champ de compétences, élargir ses possibilités de travail, pourquoi pas grimper aussi en salaire, et puis faire des choses différentes, parce que bon, quand ça fait 5-10 ans qu'on fait la même chose, peut-être qu'on a envie de voir un peu autre chose, donc je pense qu'il y a aussi cette motivation-là de faire d'autres choses. En tout cas, moi, c'est une de mes motivations premières, c'est d'élargir mon panel de compétences pour faire des choses différentes, puisque je sais que j'aime faire des choses différentes, sinon je m'emmerde. Clairement, je m'emmerde. C'est sûr que tu es encore une fois une vraie touche à tout, comme moi. Alors, on va bientôt en au passage. mais peut-être la reconnaissance des métiers n'est pas assez là. Peut-être que le souci de l'autre unique donc nécessite d'apprendre encore et encore. Oui, aussi. Aussi, oui, il n'y a pas assez de reconnaissance aussi de ces métiers-là. Mais moi, c'est vraiment le bilan que je fais. Et j'ai remarqué entre les bilans annuels, les entretiens annuels de développement avec les pros, les entraînements aux oraux, que ce soit EGE ou VAE ou n'importe quoi, c'est toujours, ça revient souvent. Je me sens pas légitime, donc je vais aller me former. Ou même quand j'ai pas de projet spécifique, je vais me former encore et encore. Je vais aller suivre telle formation.
Je connais des personnes qui vont aller suivre des webinaires tous les jours, tous les jours, tous les jours. On arrive en fin de live. Je le disais, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Du coup, Monsieur J, tant que je t'aide, c'est que les gens pensaient aujourd'hui que c'était toi qui allais être mon invité mystère, parce que l'invité mystère, c'est un EGE formateur. Et encore une fois, tu n'es pas EGE. Hélas, je sais que tu aurais aimé. Si tu n'étais pas formatrice, ou du coup accompagnatrice à la parentalité, puisque c'est aussi ta double casquette, tu ferais quoi, dis-moi? Déjà, est-ce que tu serais dans le domaine du social? Ouais, c'est ça que j'aime bien demander aussi. C'est si tu n'étais pas partie dans le domaine du social, tu serais allée vers où? Il y a deux autres choses, il y a trois autres choses qui m'animent et qui m'attirent. Il y a, donc ça rejoint un peu l'accompagnement parental, mais il y a effectivement tout l'accompagnement thérapeutique, psychologie, thérapeute, psychologue, que sais-je, enfin, des trucs vraiment un peu plus branchés thérapie. Donc, ce qui rejoint un peu toute ma casquette développement personnel, accompagnement parental, mais peut-être un plus poussé. Il y a ça. Il y a tout ce qui est écologie, développement durable. Ouais. Je suis une grande de la planète, du zéro déchet et du naturel. Oui, la Et lessive faite maison, j'ai vu ça. voilà. On les Donc, commence. Ah non. tout ce qui serait dans ce domaine-là de trouver des moyens d'avoir des produits qui soient moins chimiques, plus naturels, qui soient meilleurs autant pour la planète que pour le corps, et ainsi de suite. C'est pas la zoothérapie aussi qui te plaisait à un moment? Et ça est terminé par ça, et tout ce qui est le rapport à l'animal, l'accompagnement par l'animal. J'avais envie de faire de l'équithérapie, des choses comme ça. Enfin, Et famille voilà. d'accueil aussi, tu m'avais parlé une fois. Le, Famille d'accueil. oui. Ça, c'est un projet. Pour le coup, au-delà d'être une envie, c'est un projet. Je ferai ça une fois dans ma vie. Je ferai ça une fois dans ma vie. C'est en réflexion, parce que c'est aussi un projet qui se monte à plusieurs, quand on habite à plusieurs, accessoirement mon conjoint, qui est ouvert à ça, ma grande. Comment dire ça pour mon plus grand bonheur, qui est ouvert à ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui se fait à deux, parce que forcément, tu ne fais pas tout seul. Mais c'est quelque chose que je ferai. Et, des ateliers, pour le coup, c'est aussi un projet sur les années à moyen terme, dans 2-3 ans, si tout va bien, c'est de faire des ateliers, donc possiblement de former à l'accompagnement avec l'animal, et faire des ateliers pour les enfants autour du potager, autour de la nature, autour de l'animal. J'avais envie de faire ça chez moi, et du coup, monter des ateliers chez moi autour du potager. C'est un projet également. Arriveras-tu à tout faire? Est-ce qu'une vie te suffira? Est-ce qu'une seule vie te suffirait à te combler finalement, réussir à faire tout ça? C'est là mon grand problème, c'est que j'ai 150 000 projets dans la tête, 150 000 envies. Est-ce que j'arriverai à tout faire? J'en sais rien. Mais en même temps, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me donne aussi envie d'avancer. C'est que sans projet, je déprime et sans projet, j'avance plus. Et même si je fais pas tout, ben, c'est un moteur et je tends vers ça, quoi. C'est quoi qui te fait te lever le matin? Qui te dit ouais, trop bien mon taf? Ça dépend des matins. Le maté? Non, je pense que c'est ça, en fait, justement. C'est tous ces projets, c'est tous ces envies de construction et tous ces projets qui sont en train d'être montés. C'est oh, aujourd'hui, pour me faire un peu de pub en même temps, c'est oh, aujourd'hui, je vais sortir le live avec un tel. Oh, aujourd'hui, il y a tel e-book qui va sortir. J'ai tel projet avec telle personne. On va passer 2 heures au téléphone ensemble. Oh, aujourd'hui, et d'ailleurs, justement, pour le placer avec Alima, on va sortir Voilà. des e-books sur la parentalité. Donc, oh, on a rendez-vous à 15 heures pour en discuter. Enfin, voilà, c'est tout. Ce qui me fait lever le matin, c'est les nouveautés. C'est ce que je vais créer, c'est ce que je vais transmettre, c'est les gens avec qui je vais échanger, c'est les gens que je vais rencontrer, enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, dans les projets qui sont en ce moment, comme on parle de formation,
J'anime une formation le lundi, c'est jeudi, hein, oui, jeudi, sur mon sujet préféré, c'est-à-dire la communication professionnelle. Donc j'anime une formation là-dessus avec les enfants de l'Arbre Vert jeudi. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Et puis voilà, j'ai co-créé 2 projets, un avec une yogiste pour des mamans, faire une journée pour les mamans autour d'un cercle de femmes, d'ateliers parentalité et de yoga, et un autre pour les futurs parents où une amie masseuse va apprendre aux futurs papas à masser leurs femmes enceintes, et ensuite atelier parentalité. Enfin voilà, et c'est ça qui me fait lever le matin. C'est tous ces projets qui naissent, tous ces projets qui émergent, tous ces projets qu'on est en train de faire, tous ces échanges. C'est ça. Voilà. C'est ça, donc les ateliers, allez sur la page Les Enfants de l'Arbre Vert, donc c'est dans Paris, c'est un lieu de rencontre parents, professionnels, enfants, où tu interviens aussi ponctuellement pour faire des ateliers, des formations, etc. Alima, le projet avec Alima, bien sûr, que nous connaissons tous, notre Alima nationale, Alima Ouasti. Donc, vous avez 2 e-books en prévision. J'en oublie, donc tu as un site internet aussi, je le mettrai en publication à la fin de ce live, chère Alice. J'ai oublié quelque chose. Oui, donc Puis l'Insta pour ceux qui veulent. voilà. C'était chouette en tout cas. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi cette fois en tant qu'invité et non plus en tant qu'acolyte de live. Mon petit premier live timide, c'était beau. L'autre fois, tu l'as. De quoi? Pas si timide que ça. Pas si timide comme ça. C'était bien. T'as vu le live avec Johan l'autre fois? Parce qu'on se connaît tous en fait, hein. Alice, moi, Johan, on fait des lives ensemble, c'est Big Family, c'est sympa. Donc c'est rigolo. C'était chouette. Merci, c'était très sympa, intéressant. Merci, chouette. Chouette, bientôt un live avec moi. Très très bientôt. Nous sommes en train de travailler la promo ensemble avec nos petites photos. On va bien rigoler. La semaine prochaine, je reçois Laetitia de Fabrique-moi une histoire qui était EGE en médiathèque et qui maintenant est créatrice d'outils pédagogiques, de matériel pédagogique. Donc la semaine prochaine, c'est un live haut en couleur avec beaucoup de trucs visuels. Ça va être très chouette, très sympa. On va bien s'amuser. Voilà, après le programme, il est bouclé jusqu'au mois de juillet. Chaque semaine, un petit live. Donc, vas-y. Voilà. J'ai envie de dire, j'en ai terminé. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Alice? Eh ben non, merci d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à venir me poser des questions, échanger, se rencontrer, pour créer. Voilà. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit teaser qui va arriver rapidement pour le prochain live. Voilà. N'hésitez pas à poster, commenter, liker, enregistrer. Faites voyager notre métier. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt, je vous love. Ciao, ciao.